À travers le monde, l'économie numérique est devenue un moteur important de la croissance économique, de l'innovation et de l'amélioration de la prestation des services. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Cet Écho consacré à l'économie numérique. Pour en parler, nous recevons M. Bensouda Hussein, expert en transformation digitale. Bienvenue M. Bensouda. Bonjour, bienvenue. Et merci d'avoir accepté l'invitation de cette info. Merci à vous, merci de m'avoir invité. Selon le récent rapport de SFI Google, la contribution de l'économie numérique au sens large était estimée à environ 115 milliards de dollars US en 2020 sur le continent africain et pourrait atteindre 180 milliards US en 2025. Nous sommes en 2023. Comment est-ce que vous évaluez l'impact actuel de l'économie numérique sur les entreprises ivoiriennes? C'est assez fort de le dire. L'impact sur les entreprises ivoiriennes, aujourd'hui, on peut mesurer ça par les nouveaux emplois qui sont créés clairement au niveau de l'économie numérique. On voit que les emplois sont en train de changer, que la demande au niveau des emplois est différente par rapport à ce qu'on veut déjà, par rapport à ce qui était demandé auparavant. On voit l'avènement de tout ce qui est Robotic Process Automation, tout ce qui est processus robotiques qui sont mis à l'intérieur de l'entreprise, qui permet aujourd'hui à l'entreprise de gagner du temps. Gagner du temps équivaut gagner de l'argent. Ça permet aussi aux entreprises ivoiriennes de pouvoir générer des nouveaux contrats et des nouveaux types de domaines sur lesquels ils peuvent travailler aujourd'hui. Je prends tout simplement une entreprise ivoirienne avant qui avait des produits qui géraient juste sur le local et sur le marché ivoirien. Aujourd'hui, il a la possibilité, grâce à un site internet, grâce à une petite communication digitale, de pouvoir acquérir des clients à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, ce qui lui permet de générer un meilleur chiffre d'affaires. Vous parlez de nouveaux métiers. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns? Les nouveaux métiers, il y en a tellement. Il y a 3 semaines, on était à Mermoz. Et on dit clairement que, pour être honnête avec vous, plus de entre 50 et 70% des métiers vont disparaître ou vont changer à l'horizon 2030. Entre 50 et 70%. Je pèse mes mots parce que je prends un exemple tout simple. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, ça ne veut pas dire que les gens vont aller au chômage. Je travaillais dans une société que je ne peux citer, une société de conseil international où le slogan c'était Asking the better question to get the better answer. Avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, on arrive à un autre niveau. Ce n'est plus qu'est-ce que je sais faire, mais comment est-ce que je peux poser la question? Mieux je pose la question, mieux j'ai des réponses. Donc aujourd'hui, je suis consultant, je suis expert en physique nucléaire. Quand j'arrive dans l'intelligence artificielle, la première chose, je lui dis, mets ton mot de physique nucléaire. Ok. Qui s'adapte? Pour qu'il s'adapte directement à la question que je veux poser. Je ne dis pas que les physiciens nucléaires vont disparaître, mais au contraire, c'est que l'intelligence humaine va prendre le dessus. Connaître par cœur, ce sera plus ça. Ce sera vraiment comment est-ce que je peux automatiser un processus pour pouvoir faire quelque chose de nouveau. J'ai une assistante, comment j'utilise au mieux cette assistante-là? C'est pour ça qu'on arrive sur tout ce qui est aujourd'hui data analysis. Donc vous voyez, il y a des nouveaux métiers où on demande, on dit, on cherche des analystes de données. C'est de plus en plus recherché, tant dans la communication digitale que dans la communication réelle, que dans la finance. On cherche des data analystes. Parce qu'aujourd'hui, on a fini de récolter les données. On veut analyser les données. Et on a un flux pas possible de données à analyser. Donc, les métiers de demain, on peut parler des community managers, on peut parler des data analysts, on peut parler des financiers même. Des financiers aujourd'hui, on regarde la bourse. Dans la bourse aujourd'hui, les traders de demain, c'est ceux qui savent écrire du code informatique. Donc, concrètement, lorsqu'on parle d'économie numérique, qu'en est-il? L'économie numérique, c'est simple. En fait, je dis souvent dans mes colloques ou dans mes interventions, il faut retourner à la base. L'informatique, tout simplement, on a de l'informatique. L'informatique aujourd'hui est une science où
on numérise des processus. Donc, quand on parle d'économie numérique, c'est des processus numérisés. Avant, je faisais de la communication classique. Okay. Aujourd'hui, je fais de la communication digitale ou communication numérique. Mon panneau que je mettais sur la route et que je comptais le nombre de voitures qui passaient, j'ai parlé de data analyst, j'ai un data analyst publicitaire qui va regarder combien de fois les gens ont regardé ma publicité sur Facebook, Google ou LinkedIn ou j'en passe au Instagram. Et à partir de ça, il va me faire du remarketing. Donc, ça crée tout un écosystème économique. Et cet écosystème économique, c'est moi déjà qui reçois de l'argent de mes clients, qui prépare les communications, qui met en ligne, qui va payer Facebook, qui va payer un community manager, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, rien que pour la communication digitale, regardez l'écosystème qui est créé. Des nouveaux métiers, des nouvelles plateformes à payer, ainsi de suite. Donc, l'économie numérique, c'est l'ensemble de ces process-là à un moment donné qui nous permettent de créer une nouvelle économie. Maintenant, on va prendre le cas basique des portefeuilles électroniques. Aujourd'hui, le portefeuille électronique a créé un ensemble d'économies. Déjà, le petit détaillant qui recharge mon portefeuille. C'est une nouvelle économie qui vient d'être créée. Au-delà de ça, j'ai un restaurant. Avant, je partais au restaurant, j'ai un billet de 10 000. Il ne peut pas me servir. Donc, je repars. Mais aujourd'hui, je lui permets de payer plus facilement. Donc, l'économie numérique, c'est l'ensemble de ces usages-là. Je vais terminer sur le cas concret de Yango, des VTC. Aujourd'hui, on a une plateforme. La plateforme, elle est là. Il y a une personne qui cherche un véhicule et il y a une personne qui veut un véhicule. Et la troisième partie qui est très intéressante, c'est le monsieur qui a 3 véhicules à la maison et qui veut utiliser ces véhicules pour gagner de l'argent. Donc, il y a une plateforme au-dessus, qui est une plateforme d'intermédiation qui n'a ni véhicule, qui n'a ni client, ni rien, qui fait juste le pont entre ces entités. Entre ces entités. Donc, aujourd'hui, c'est la même chose avec les billets d'avion, ainsi de suite. Donc, souvent, je dis, retournons à la base. Pour comprendre l'économie numérique, il faut d'abord comprendre l'économie des plateformes. C'est quoi les plateformes? Donc, hier, j'étais en train de faire un laïus en parlant de l'économie numérique, tout simplement. Et je me dis, mais normalement, les VTC ne sont pas régulés par le transport. Non. Vous voyez la logique? Oui. C'est pas régulé par le transport. C'est l'économie numérique. C'est une plateforme technologique. Au même titre que Google. Et je posais la question à un collègue, je lui dis, mais pourquoi Google n'est pas régulé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique? Oui. Donc, l'économie numérique, déjà, c'est l'économie des plateformes qui crée tout un écosystème qui va créer une nouvelle économie et qui va faire en sorte que les personnes vont avoir des nouveaux métiers, vont avoir des nouvelles sources de revenus. La jeune femme aujourd'hui au marché d'Adjamé qui vendait des sous-vêtements peut le vendre aujourd'hui sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur WhatsApp, sur une plateforme et ça crée une nouvelle économie. C'est ça l'économie numérique. Quelles technologies émergentes considérez-vous comme les plus influentes pour la croissance en matière d'économie numérique? La plus géniale, déjà, on est à Web 3.0, mais la plus géniale, déjà, c'était le Web 2.0 pour moi. Le Web 2.0 a cassé les codes. Le Web 2.0, c'est l'avènement du Web 2.0, on l'a vu clairement dans les années 2004-2005 avec l'arrivée de Facebook, Google, Twitter. Et Google était déjà là, mais on a eu du Twitter. Le Web 2.0, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, les gens se sont dit, mais pourquoi c'est moi seul qui crée du contenu? Parce qu'avant, je crée mon site internet, je mets du contenu dessus et je me le mets en ligne. Mais le Web 2.0, on voit une révolution, il a créé le web participatif. Facebook publie même pas 1 fois ou 2 fois par an. Mais nous tous, on publie sur Facebook et nous tous, nos infos. Je vais sur Facebook, pas pour regarder ce que Facebook a publié, mais pour ce que tout le monde a publié. Donc, enrichir un knowledge base, une base de connaissances pour le monde entier. C'est ça, en fait. Déjà, c'est ça. Maintenant, quand on part de ça, on arrive sur les technologies comme aujourd'hui l'intelligence artificielle. D'où est-ce que je consulte l'intelligence artificielle? C'est à partir de ce Web 2.0. Parce que c'est l'ensemble des données collectées à partir de ce Web 2.0, à partir de ces nouvelles
de cette nouvelle notion qui me permet d'avoir quelque chose comme l'intelligence artificielle. Donc je me dis, la belle révolution, c'était le Web 2.0 et on arrive au Web 3.0 et on a l'intelligence artificielle aujourd'hui qu'il faut beaucoup surveiller. Je crois que comme toute nouvelle technologie, aujourd'hui, on parle de beaucoup la réguler. Oui. Est-ce que c'est régulé? Réguler. Qui va la réguler? On dit le régulateur va la réguler. Qui va réguler l'intelligence artificielle? Ça va trop vite. Ça va trop vite. On n'arrive toujours pas à réguler déjà tout ce qui est traçabilité monétaire, alors que c'est de l'argent. Il y a quelqu'un qui a fait un parallèle. Il dit en 1967, il est rentré dans une pièce, il a regardé un ordinateur. Un ordinateur, pour faire une copie, l'ordinateur était dans une pièce de 50 mètres carrés. C'était ChatGPT 3.5. Aujourd'hui, on est en 2015, on a l'iPhone 14. C'est ChatGPT 4.0. 1967. 2023. Imaginez-vous, de 3.5 à 4, on a eu 6 mois. Donc, réguler, oui, on peut essayer de le réguler, mais je crois qu'on va un peu, comme d'habitude, perdre du temps. Il faut essayer de catch-up, comprendre, et derrière, mettre des barrières claires et peut-être préparer les générations à travailler avec ce genre d'outils. Parce que c'est comme toute chose. Quand la cassette vidéo est arrivée, on avait le choix entre aller regarder des documentaires ou aller regarder autre chose. Oui. Ceux qui ont regardé les documentaires, on sait où ils sont aujourd'hui. Et ceux qui ont regardé autre chose, on sait où ils sont aujourd'hui. Le web, pareil, quand il est venu, il y a des gens qui sont allés sur des sites. Et il y en a qui sont allés sur des sites d'apprentissage. C'est la même chose. Donc, il faut préparer plutôt, au lieu de se fatiguer à essayer de prévoir l'imprévisible, il faut plutôt préparer les nouvelles générations. À faire les meilleurs choix. À faire les meilleurs choix pour aller utiliser. Je vais terminer par cet exemple-là. J'ai une petite fille. Quand elle avait 2 ans, elle a 17 ans maintenant, mais quand elle avait 2 ans, heureusement, malheureusement, elle a grandi en Europe. Quand elle avait 2 ans, je lui dis, va te coucher. Vous savez comment elle me répondait? Mais pourquoi, papa, je dois aller dormir? Et je prenais le temps de lui expliquer. Et là, je me suis rendu compte que nous, en Afrique, quand on posait la question à nos enfants, quand on demandait à nos parents pourquoi, est-ce qu'on pouvait même leur demander? On ne pouvait même pas le demander. Donc, imaginez-vous le gap qu'on a mis entre 2 générations. Aujourd'hui, on est arrivé à l'ère de poser les questions. Et nous, on nous a dit que c'était interdit de poser les questions. Je ne mets pas en jeu rien du tout, mais je dis juste qu'il faut qu'on regarde un peu et qu'on s'asseye. Et dans cette nouvelle économie numérique, qu'on fasse quelque chose de clair et de concret pour les nouvelles générations. À travers le monde, l'économie numérique est devenue un moteur important de la croissance économique, de l'innovation et de l'amélioration de la prestation des services. Quelles sont les compétences et les ressources qui sont essentielles pour capitaliser les opportunités de la croissance numérique? Moi, je dis tout simplement créativité, innovation, curiosité. C'est tout simple. Si tu n'es pas curieux, et c'est une phrase que j'aimerais qu'on retire de notre vocabulaire. Laquelle? Ah, ici, c'est comme ça. Ah, ici, c'est comme ça. Ça ne change pas. Il faut laisser les gens faire les expériences. Parce que ceux qui ont changé le monde, s'ils avaient écouté, c'est comme ça, ça ne change pas. Ils ne pourraient pas. Donc, avant toute chose, en termes de capacité à mettre en place, pour moi, c'est déjà le mindset à mettre en place. Il y a 3 semaines, on était au lycée Jean Mermoz avec, je vais la citer, avec Karine Oulaté. Karine, si tu me permets, avec Karine Oulaté, qui est Madame Facebook Afrique maintenant, qui est sortie elle nous expliquait qu'elle est sortie de Mermoz. On lui a dit, ah, ça va pas marcher, hein, toi, ça va pas marcher. Elle allait faire du basket, elle a fait de la fiscalité. Et en fait, elle a eu son bac à l'époque, Facebook n'existait même pas encore. Et aujourd'hui, elle est Madame Facebook. Mais la seule chose qu'elle a eue, c'est d'innover. C'est de toujours s'adapter. Et c'est de toujours rêver. Donc, aujourd'hui, on a le monde qui est ouvert. On a Internet. Moi, la seule chose que je veux dire, c'est que les gens continuent d'être créatifs dans le bon sens. Allez
apprendre à l'école, certes, on ne va pas fermer nos écoles, apprendre à l'école, mais au-delà de ça, le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux et tout ça, plutôt créer, apprendre quelque chose et se former. Aujourd'hui, on peut se former à Harvard en restant ici à Abidjan. Donc, le temps que je passe sur certaines choses, essayer de me concentrer et toujours aussi avoir un objectif. Où est-ce qu'on veut aller? L'objectif peut être tout simplement, je veux réussir. Donc, si on va sur l'économie numérique aujourd'hui, je dis juste innovation, créativité. Mon métier, comme je dis aujourd'hui, mon métier, il n'existait pas quand j'ai fini mes études en 2010. En 2010, j'étais développeur sur un système existant. Mais aujourd'hui, je suis développeur logiciel. Je fais des stratégies en transformation digitale. L'intelligence artificielle, moi-même, je suis en train d'apprendre aujourd'hui. Donc, on ne peut pas dire aux gens, focalisez-vous sur ça ou allez sur ça. Donc, quels seraient les avantages pour une entreprise d'avoir recours à l'économie numérique? Ou en termes de célérité, en termes d'innovation. Je prends l'exemple d'une de vos chaînes concurrentes, qu'on a à un moment donné, une de vos chaînes concurrentes avec qui on a travaillé. Est-ce que c'est le bon exemple? Non, je prends l'exemple tout simplement de... J'aime bien parler avec les exemples parce que ça donne vraiment quelque chose de concret. On a une banque ici en Côte d'Ivoire qui est venue, quand elle a ouvert, elle a raflé le marché. Tout simplement parce qu'elle avait des systèmes et des process plus allégés. On pouvait faire tout ce qui est Know Your Customer avec son téléphone. Avoir un montant minimum avant d'aller à la banque pour augmenter son plafond. Rien que cette innovation-là leur a permis de racler le maximum de clients. Donc aujourd'hui, les innovations que l'entreprise doit mettre au sein d'entre elles, c'est pour capter le maximum de clients. Je suis une entreprise, je fais de la communication classique, comme on le dit, mais je pense un peu à la communication digitale. Parce que ça me permet, je suis une entreprise, je fais des mangues séchées. Mais il y a un gars dans le 16e à Paris qui aimerait bien goûter mes mangues séchées. Mais comment il sait que j'existe? Pas avec mes panneaux qui sont à Abidjan, parce qu'il ne vient pas à Abidjan. Donc, au-delà de ça, mes process. Avant, j'avais des process comptables tout simples où j'écrivais dans un cahier, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il y a des logiciels qui permettent limite d'automatiser cette comptabilité-là. Et au-delà de ça, au niveau même de mes employés, pour les rendre beaucoup plus efficients. Pas pour pister les gens, mais pour savoir à quel moment ils ont fait quoi et quelles sont les tâches auxquelles j'alloue pour avoir une réelle traçabilité du flux de travail de mon entreprise sur une période donnée. Donc aujourd'hui, l'économie numérique permet clairement de faire, d'optimiser les entreprises et de permettre de donner une réelle visibilité à l'entreprise. Et si je vais sur le dirigeant d'entreprise aujourd'hui est celui-là même qui a un tableau de bord et qui regarde mon entité de gagnant, comment est-ce que ça fonctionne. Parce qu'il a vu que j'ai 200 employés, mais ces 200 employés sont passés à 250. Mais qu'est-ce que ça m'a produit? Parce que j'ai toute la chaîne de valeur qui est digitalisée. Je veux faire un achat. Ah, est-ce que c'est le bon moment de faire l'achat? Parce qu'il y a tout ce qui est informatique prédictive qui va te permettre de dire par rapport à l'année passée, à cette période, voici ce que tu as fait. Et voici là où tu dois aller. Et ça vaut pour toutes les entreprises. Toutes les entreprises. Y compris même le petit restaurant. Souvent, tu vas dans un restaurant, on te dit non, il n'y a pas Coca. Ou bien le poulet est fini. Mais quand j'ai un système digitalisé, qui me dit que mercredi, je vois le nombre de coca qui est sorti. Jeudi, je vois le nombre de poulets qui est sorti. Mais la semaine prochaine, je sais que je dois acheter ce jour-là 20 poulets. Donc, j'anticipe. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui d'informatique décisionnelle. Il me fait prendre des décisions parce que j'ai un ensemble de données, d'où les data analystes. J'ai un ensemble de données qui me permet de prendre la bonne décision. Donc, voilà. J'essaie de parler un peu dans un vocabulaire terre à terre par les exemples pour qu'on puisse vraiment comprendre. La stratégie numérique de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2025 prévoit d'accélérer la numérisation des finances publiques et de l'ensemble de l'administration et de stimuler les investissements privés dans ce secteur. Quels en seraient les avantages pour le pays?
En fait, il y a une stratégie numérique. On a une vision d'un leadership éclairé du président Alassane Ouattara qui aujourd'hui a créé le ministère de la digitalisation. Oui. Le mot d'ordre aujourd'hui, c'est de centraliser la digitalisation de l'État de Côte d'Ivoire. J'ai participé avec le cabinet où je travaillais avant à la mise en place de la stratégie nationale de digitalisation. On a travaillé sur plusieurs dossiers comme ça, y compris le plan de la stratégie sur la cybersécurité. Oui, ce serait très bien pour l'État de Côte d'Ivoire. Les finances publiques digitalisées, ce serait le paradis. Oui. Ce serait le paradis parce que ça donnerait vraiment une meilleure visibilité sur tous les flux transactionnels. Et le Trésor public aujourd'hui a fait un réel effort en digitalisant via Trésor Pays, via d'autres applicatifs qui permettent aujourd'hui, avec des partenariats stratégiques avec des banques comme la BNI qui sont vraiment très avancées sur le sujet. Donc, je dirais que ça permettrait d'avoir une meilleure visibilité sur les comptes public. Et ça permettrait aussi une certaine décentralisation des pouvoirs. Oui. Une certaine décentralisation des pouvoirs. Parce qu'aujourd'hui, si je sais que c'est celui-là qui a ordonné ce paiement à cette entreprise et que je vois que cette entreprise est plusieurs fois payée par la même personne, comme je dis, il y a une prise de décision derrière subconséquente. Donc à l'horizon 2030, digitaliser les économies publiques, ce serait super. Il y a une stratégie nationale de digitalisation de l'État de Côte d'Ivoire qui est en cours d'implémentation et qu'on espère d'ici 2030 qui sera un véritable succès. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le pays de manière disparate, mais la vision du président de la République, c'est aujourd'hui de mettre les forces ensemble. Et au dernier Conseil des ministres, il a annoncé que toute action de digitalisation dans le pays devrait passer par le ministère de la digitalisation. Donc on applaudit ça, un leadership éclairé, et ça va permettre aussi de donner une réelle compétitivité au pays. Parce que vous tenez-vous bien, dans les années 2010-2015, on était le champion. On était le champion en termes de digitalisation. 2020, bon, je ne dis pas la suite, mais aujourd'hui, on a cette opportunité-là parce qu'il y a un vide dans la région qu'il faut combler. Et je remercie vraiment tous les efforts qui sont faits au niveau du gouvernement, au niveau du public. Et je demande aussi au privé de faire plus d'efforts dans le sens pour accompagner l'État. On voit des structures qui accompagnent, mais le privé devrait faire plus d'efforts dans le sens d'accompagner l'État pour atteindre cette stratégie-là aux environs 2030. Quels sont ces efforts-là? Les efforts du privé. Ah là là. Le secteur privé. Je ne vais pas donner d'efforts clairs parce que je crois que ça prendrait le temps d'un atelier de réflexion pour se mettre ensemble, pour échanger sur la question. Mais je dis toujours, Google n'est pas le secteur public américain. Mais quand on parle de la digitalisation de l'économie numérique, on cite Google. Oui. On cite Apple. On cite Facebook. On cite Amazon. Secteur privé. La Silicon Valley n'a pas eu d'énormes subventions au début. Google n'a pas eu d'énormes subventions au début. Mais c'est un secteur privé qui avait une envie de développement. Et le secteur privé, heureusement, on a la CGC qui accompagne beaucoup d'actions gouvernementales. Mais je dirais que les entreprises privées, je ne dis pas qu'il y a plus d'expertise là-bas, mais ils ont plus de contacts, devraient pourquoi pas s'asseoir avec l'État pour réfléchir à cette stratégie globale public-privé pour accompagner vers une meilleure digitalisation de l'État. Aujourd'hui, on voit des sociétés, des grandes sociétés que je ne citerai le nom, qui le font déjà via des labs, via des fabs, via des initiatives, via des points numériques à travers le pays. Il faut multiplier ces choses-là pour pouvoir accompagner la digitalisation de l'État parce que seul on peut faire des choses, mais ensemble, on fait beaucoup plus de choses. Quels sont les freins à la transition vers l'économie numérique de façon complète? La formation. C'est un seul mot. Formation et sensibilisation. On a toujours peur de ce qu'on ne comprend pas. Et ça commence depuis tout en haut.
Aujourd'hui, j'arrive à parler de cette économie numérique parce que j'ai commencé en 2006. 2006, aujourd'hui, on a 17 ans. J'arrive dans une banque et je dis oui, mais moi, je vais digitaliser toute votre banque. Ah non, en fait, il y a des gars qui risquent d'attaquer votre banque. Mais le DG, il est plus apte à mettre à disposition 500 millions pour la sécurité de ces infrastructures plutôt que pour la sécurité informatique. Mais comparé dans les budgets des banques, combien est mis sur la sécurité physique versus la sécurité informatique? Donc aujourd'hui, clairement, tout ce qui est formation doit être plus accentué, surtout sur le top management. Parce qu'une fois que le top management donne le là, comme on dit, turn at the top. Quand il donne le là, tout le reste se découle. Nous sommes au terme de notre entretien. Est-ce que vous avez des recommandations à faire aux entreprises ivoiriennes, à l'État, au secteur privé? En termes de recommandations, je crois que je suis assez jeune pour recommander à l'État. Je crois qu'il y a des gens, qu'il y a des voix plus aguerries pour le faire. Mais c'est ensemble, mettons-nous ensemble, réfléchissons, faisons quelque chose. Il y a une stratégie qui est mise en place, implémentons cette stratégie-là et que chacun d'entre nous fait en sorte que cette transition numérique puisse être concrète. Mais au-delà de ça, commençons à chercher ça c'est mon mot de la fin, des champions nationaux. On a besoin de ces champions nationaux-là qu'on pourra éventuellement montrer un peu partout en Afrique et qui feront la fierté. Pourquoi pas un prochain Google en Afrique de l'Ouest? Pourquoi pas une Silicon Valley à Abidjan ou à Jacquesville? Je rêve. Rêvons donc. Merci, M. Bensouda, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup. Merci de votre attention et l'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci.